Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 2 avril 2024. Dans les actualités de ce jour, parlons des dégâts du passage du catastrophe naturelle Gamané. Venant du pays, justement, le bilan s'élève à 19 morts. Par ailleurs, 3 personnes sont toujours recherchées et plus de 9000 personnes ont été déplacées suite au passage du cyclone Gamané, selon le rapport du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC publié aujourd'hui. 4 régions ont été touchées par cette tempête. Reportage de Fanjessena Mireille et Yves Chanel. 2 personnes de Mananara Nord, 3 de Marantsech, une de Thomasna 2, une de Vavatin, une d'Abilbé, 2 de Saint-Bave, 3 de Voimar. Ce sont les 19 personnes décédées suite au passage du cyclone Gamané. 3 personnes sont toujours recherchées. Outre les dégâts, le cyclone a fait 90 887 sinistrés, soit 22 585 ménages. 23 929 personnes sont déplacées, soit 6 256 ménages répartis dans 87 localités. Selon le rapport du BNGRC ou Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de ce matin, 19 228 maisons ont été inondées. 4 régions, à savoir Analanzrouf, Diana, Atsnalan et Sava, ont été touchées par la catastrophe naturelle, selon le rapport du BNGRC aujourd'hui. Et justement, puisqu'on parle des dégâts suite au passage de cyclone Gamané, la route Mbilbé-Ansran est désormais ouverte à la circulation après les travaux temporaires démarrés le week-end dernier. Il en va de même pour celle entre Voimar et Saint-Bave. Les entreprises en charge des réhabilitations temporaires ont immédiatement initié les travaux après les instructions du président Andjira Dzuelna vendredi dernier. Le chef du gouvernement, Christian, et le ministre des Travaux publics, le colonel Anjana Chain Amiad Zaliva ont suivi de près les travaux de sorte que les routes sont accessibles en peu de temps. En revanche, les travaux provisoires de reconstruction des ponts coupés de la RN6 entre Mavav et Ifas et de la RN S5A entre Manakoulan et Betik ne débuteront que cette semaine. En effet, il faut attendre que l'eau se retire avant de pouvoir procéder à un constat des dégâts. Ce n'est pas le pont qui est endommagé, mais les routes menant et sortant du pont selon l'inspection. Pour le pont de Manakoulan, la société CRBC y travaille depuis dimanche. Parlons toujours de bilan, mais cette fois-ci des fêtes pascales. 107 personnes se sont fait consulter auprès de l'HIRA, un peu flou, lors de ce week-end pascal. 74 parmi eux y ont dû être hospitalisés selon les informations reçues auprès de cet hôpital aujourd'hui. Par ailleurs, une personne est décédée suite à un accident de la circulation et 17 blessés ont été admis à l'hôpital. Selon toujours les informations, une autre personne a perdu la vie suite à un excès de boissons alcooliques et 4 sont encore en traitement suite à des intoxications alimentaires. Toujours autour de ces fêtes pascales, 159 personnes ont été interpellées par la police pour avoir commis des infractions. Par ailleurs, il y a eu 18 accidents de circulation dont l'un a entraîné la mort d'une personne selon le rapport reçu aujourd'hui par la police nationale concernant le week-end pascal dans la région Analamang. Fena Kotoarsoul nous en dit plus. 1250 policiers ont été mobilisés lors de ce week-end pascal dans la région Analamang du vendredi 29 mars au 1er avril. La direction de la sécurité publique a ainsi interpellé 159 personnes. Parmi ces dernières, une personne a été interpellée pour attaque à main armée, 5 pour cambriolage et 21 pour vol à la tire. Par ailleurs, 19 personnes ont été arrêtées en flagrant délit de vol, tandis que 2 personnes ont été appréhendées alors qu'elles étaient sur le point de commettre un vol. Selon toujours les informations, 28 personnes ont été arrêtées pour consommation de drogue et 25 personnes pour ivresse sur la voie publique. 3 décès ont été constatés par la police, l'un suite à un suicide, un à Issouch près de la perception principale dont la cause du décès est encore inconnue, et le dernier noyé dans la rivière des Coupes près des boutiques d'Armalagas. Enfin, 18 accidents de la circulation ont été recensés lors de ce week-end pascal.
Dans l'actualité politique de ce soir, selon le rapport de la CENI à l'ARBI, des candidats ont déjà déposé leur dossier de candidature pour les législatives. Cette structure électorale appelle les candidats à ne pas attendre la dernière minute pour déposer leur dossier. Il est à noter que le dépôt des dossiers de candidature sera clôturé dans 6 jours. Reportage de Sylvain Anienne Martina et Secha Angenap. Au cours des 6 jours d'ouverture de l'OVEC, encore peu de candidats ont déposé leur dossier de candidature pour les élections législatives. Selon nos informations, seulement quelques districts sur l'ensemble de l'île ont des candidats. Toujours selon ces sources, le dépôt de dossiers de candidature pourra s'accélérer cette semaine. Conformément au décret gouvernemental relatif à l'organisation des élections, le 8 avril à 17 h, les bureaux de l'OVEC dans toute l'île seront fermés. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante qui organise le scrutin exhorte les candidats à ne pas attendre le dernier moment. En effet, le 9 avril, la structure électorale publiera le nom des candidats dont les dossiers ont été conformes à toutes les exigences de la loi. Après cela, les candidats dont les dossiers ont été refusés auront 48 heures pour déposer une réclamation auprès de la CENI. Selon les informations, ces plaintes sont envoyées auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Et ce n'est qu'après que la liste officielle des candidats aux élections législatives dans toute l'île sera publiée. Ce sera au plus tard le 18 avril, car le 19 avril aura lieu le tirage au sort qui déterminera le numéro des candidats dans le bulletin unique. Rappelons que les élections législatives auront lieu le 29 mai prochain. Dans la page économique à présent, la valeur des devises par rapport à l'ariard n'a cessé de baisser au cours des 3 premiers mois de cette année. Cela est dû aux efforts du gouvernement pour contrôler le rapatriement des devises provenant des exportations. Actuellement, le taux de rapatriement de devises est de 80%, si l'objectif était de 86% pour les 100 jours. Rose Christelle Rakout-Malal nous en dit plus. Si 1 euro valait 4 985 ariars le 2 janvier 2024, il est maintenant à 4 675 ariars selon le dernier rapport publié par la Banque centrale, c'est-à-dire une baisse de 310 ariars. Cela est dû aux efforts du gouvernement pour contrôler le rapatriement des devises provenant des exportations. Si l'on se réfère aux produits miniers, le rapatriement a atteint jusqu'à 83,65% en 2023 et jusqu'au mois de mars 2024, il est de 59,65%. Il est à rappeler que les opérateurs ont 3 mois pour rapatrier leurs devises. Mais il y a également l'exportation des textiles, de vanille, de clous de girofle, de cacao et d'autres biens. Actuellement, le taux de rapatriement des devises est de 80% si l'objectif au terme des 100 jours est de 86% selon les informations reçues. Le dollar a également connu une baisse. S'il valait 4 574 ariars le 2 janvier, le dollar est désormais à 4 353 ariars. Toutefois, le rapatriement de devises ne suffit pas à stabiliser la monnaie malgache. Les opérateurs doivent également vendre des devises au MID. Le FINEX fait déjà des sensibilisations auprès des opérateurs pour ce faire. Dans les informations de ce jour également, l'obtention d'un certificat ou d'un titre foncier résout en grande partie les problèmes des agriculteurs dans leur domaine d'activité. Selon le gouverneur d'Ano, c'est le gage de la sérénité et de l'ordre public, notamment en évitant les vols de terrain. Les citoyens ont le droit fondamental de jouir légalement de leurs terres. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce à distribuer des titres fonciers. Reportage de Anienne Martina et Secha Angenap. 732 agriculteurs ont bénéficié de titres fonciers dans la commune de Tivour, district d'Ambosaratim, région d'Anossi. L'objectif du gouvernement, défini dans la vision du président Anjradouel, est de restituer les terres au peuple malgache. Une partie dans la mise en œuvre de cette vision consiste à faciliter l'obtention de titres, une garantie de la sérénité des agriculteurs. La région d'Anossi est l'une des bénéficiaires du projet, a souligné la gouverneure de la région, qui précise que l'obtention d'un titre foncier figure parmi les 3 fondamentaux de chaque citoyen. La gouverneure de la région a procédé à la distribution de titres fonciers dans la municipalité de Tivour le week-end dernier. Ce projet est le fruit de la collaboration entre l'État et le PNUD.
Parlons à présent météo. Il n'y aura pas d'intempéries pouvant affecter Madagascar au cours de cette semaine selon les prévisions du service météorologique. Les pluies seront concentrées dans toute la partie est jusqu'au jeudi 4 avril 2024. Le service de la météorologie estime qu'il y aura plus de pluie par moment à Vadva, Fitvunan et Atsimu-Atsnanan. Le passage de l'amas de nuages dans la partie sud du pays apportera des orages dimanche 7 avril 2024. Les températures varieront entre 14 et 26 degrés Celsius le matin et entre 23 et 37 degrés Celsius l'après-midi selon les prévisions météorologiques publiées par Madagascar Météo pour cette semaine. Pour terminer les informations locales, partons dans le sud du pays. Les habitants de Touliar continuent de revendiquer la réouverture de base Touliar. Selon eux, le secteur minier constitue un levier de développement pour cette région. Et pourtant, une association se prétendant être un protecteur de l'environnement y est contre pour leur propre intérêt, se plaint la population. Dans ce reportage de Josikel Rangeneri. Les habitants de Touliar, notamment ceux des communes touchées par base Touliar, étaient pleins d'espoir en entendant la déclaration du ministre des Mines lors de son intervention sur la chaîne nationale mentionnant une prochaine réouverture de base Touliar. Peu de temps après, une manifestation initiée par une association s'est tenue à Benet, Touliar, refutant cette possibilité de réouverture. Face à cette situation, les habitants sont inquiets et en colère, car cette association est réputée pour bloquer des projets pour leur propre intérêt. Ils ont confirmé que cette association avait amené des personnes qui ne sont pas des natifs ou des habitants de Touliar. Ils ont également déclaré que cette association ne connaît pas les aspirations des habitants et que c'est elle qui empêche le développement. 700 millions de dollars, c'est l'investissement de base Touliar. Parmi les conditions de la réouverture figurent les ristournes pour la population et les responsabilités sociétales de l'entreprise, comme pour le cas de QMM. Dans les actualités internationales de ce soir, le plus jeune président du Sénégal, le pana-africaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye, élu sur la promesse de rupture avec le système en place, prête serment aujourd'hui après une ascension éclair, faisant face à des défis aussi considérables que les espoirs placés en lui. France 24. C'était le 15 mars. Acclamé par une foule de partisans, Bassirou Diomaye Faye fait son apparition dans les rues de Dakar. Emprisonné pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles notamment, il a passé 11 mois en prison. Bassirou Diomaye Faye a été libéré la veille, en même temps que son guide, l'opposant Ousmane Sonko. Les deux hommes ont été libérés à la faveur d'une amnistie, 10 jours avant la présidentielle. Ousmane Sonko ne peut pas se présenter. Sa candidature a été invalidée. Il a donc choisi son bras droit comme candidat. Je vous amène mon petit frère, mon ami qui est notre candidat à tous, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le résultat d'une relation fusionnelle entre les deux hommes. Ils se connaissent depuis 2007 et ont évolué au sein du PASTEF, le parti dissous en 2023, dont Bassirou Diomaye Faye est considéré comme l'architecte. À 44 ans, l'ancien inspecteur des impôts est diplômé de l'École nationale d'administration. Il a promis de rétablir la souveraineté nationale, de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il dit aussi vouloir lutter contre ce qu'il appelle l'hyper-présidentialisme. Il faut réduire les pouvoirs du président de la République et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Issu d'une famille modeste, Bassirou Diomaye Faye revendique ses origines rurales. Discret, voire austère, moins charismatique qu'Ousmane Sonko, il était encore méconnu des Sénégalais lorsqu'il a été placé en détention l'année dernière. Mais celui qui a remplacé son mentor au pied levé se dit confiant. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République. Je suis prêt à endosser cette fonction pour en faire
une opportunité d'engager durablement notre pays vers les voies du développement et de la refondation. Un projet politique visiblement attendu par les Sénégalais qui ont fait le choix de la rupture. Et un raid imputé à Israël a visé hier la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas, faisant 11 morts, dont 7 gardiens de la révolution d'Iran, dans un contexte régional tendu en pleine guerre dans la bande de Gaza. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé hier la communauté internationale à apporter une réponse sérieuse aux frappes israéliennes. France 24. Le poing levé, il scande « Mort à Israël »,« Mort à l'Amérique », des slogans devenus banals en Iran. Comme le fait de brûler les drapeaux des deux ennemis jurés. Il y a aussi ces femmes qui tiennent des sacs aux couleurs de la Palestine. Ils représentent les cadavres de bébés gazaouis. Nous savons que cette attaque est le fruit du désespoir et que le régime israélien se trouve dans une situation très difficile, pris dans sa crise interne et dans la guerre à Gaza. Une ambassade est considérée comme faisant partie du territoire d'un pays, donc il devrait y avoir une réponse ferme à cette attaque. Une attaque contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie. Elle a complètement été soufflée, tout comme de nombreuses voitures aux alentours. Nous exprimons nos condoléances aux victimes et notre tristesse pour ces frappes injustifiées contre une représentation diplomatique. Et nous avons bien l'intention de poursuivre les relations syro-iraniennes fondées sur la morale et les valeurs. Parmi les victimes, des conseillers iraniens, des membres des Pasdaran, les gardiens de la Révolution, et 2 commandants de l'organisation paramilitaire. Ils appartenaient à la force Quds, qui veut dire Jérusalem en arabe, une unité d'élite chargée des opérations extérieures. L'ambassadeur iranien en Syrie n'a pas été blessé. Selon lui, 6 missiles auraient été tirés par des chasseurs F-35 depuis le plateau du Golan. L'entité sioniste sait très bien que de tels crimes ne resteront pas sans réponse. En 8 jours, il s'agirait du 5e raid de l'État hébreu sur le sol syrien. Si Israël mène régulièrement des frappes en Syrie depuis 2011, elles se sont intensifiées depuis le 7 octobre, car en Syrie sont présents des alliés du Hamas, le Hezbollah libanais et des milices iraniennes. L'État hébreu reconnaît très rarement ces frappes. Mais cela fait longtemps qu'il répète qu'il ne permettrait pas à l'Iran, son ennemi juré, de s'implanter à sa frontière. Et justement, partant en Israël, des milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue hier dans ce pays. Ils manifestent contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, à qui ils reprochent de conduire le pays dans l'impasse. France 24. Honte au gouvernement, scandent ces Israéliens. Devant le Parlement, des milliers de personnes manifestent leur colère contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour la 3e journée consécutive. Les personnes qui sont là sont convaincues que Netanyahou et son gouvernement, tant qu'ils seront au pouvoir, ne feront que de nuire à Israël. Et donc la conclusion la plus raisonnable, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les faire tomber. On est là pour protester, pour demander des élections anticipées le plus vite possible. Nous avons l'impression d'avoir touché le fond et nous devons malheureusement nous débarrasser de Bibi Netanyahou. Il ne fait pas son travail aussi bien qu'on le pense. Les manifestants reprochent au Premier ministre de ne pas avoir tenu sa promesse de faire libérer tous les otages retenus à Gaza. Ils l'accusent aussi de se servir de la guerre pour assurer sa survie politique. Des reproches formulés par des manifestants dont l'exaspération contre le gouvernement n'est pas nouvelle. C'est un gouvernement qui nous a laissé tomber à plusieurs reprises. D'abord l'année dernière lorsqu'il a essayé de faire passer la réforme judiciaire, puis le 7 octobre lorsque tant de personnes sont mortes et qu'il n'a pas pu nous aider. Et depuis le 8 octobre, ils continuent à nous négliger. Ils ont adopté un budget scandaleux qui n'a rien à voir avec le fait que nous sommes toujours en guerre et qu'il y a tant de personnes déplacées. Après près de 6 mois de guerre contre le Hamas, ce mouvement de colère aux multiples facettes s'amplifie en Israël. Mais il reste malgré tout minoritaire dans un pays où la majorité de la population soutient la guerre. Mesdames et messieurs, point final à cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité et de réponse de programme sur Viva. Je vous donne rendez-vous demain. À très bientôt.